Je vous propose de démarrer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire « Et si la géolocalisation aidait la logistique industrielle ?» Je m'appelle Maëlle Squara, je travaille pour le PASCA, un pôle d'expertise et réseau professionnel en Pays de la Loire, sur les thématiques supply chain. Nos missions principales sont la promotion de la filière supply chain, la mise en réseau des acteurs, l'accompagnement des entreprises sur leurs problématiques de flux, faire avancer l'innovation et la R&D en supply chain et développer les compétences. Avant de démarrer ce webinaire, je voudrais vous dire quelques mots sur notre démarche de sensibilisation à la transformation numérique des flux industriels et logistiques sous la bannière Flux Plus. Donc, c'est une démarche qui est soutenue par la région Pays de la Loire et avec une douzaine d'acteurs du numérique, dont Citaci et Invirtus qui sont avec nous aujourd'hui. On accompagne les entreprises à appréhender leur transformation numérique, la transformation de leur métier supply chain pour gagner en performance et en compétitivité. Donc, à travers des actions comme aujourd'hui, on apporte un éclairage sur les différentes solutions qui existent et on démontre comment celles-ci peuvent être utilisées en logistique pour les métiers de la supply chain au sens large et quels enjeux elles vont adresser. Donc, pour revenir à notre webinaire d'aujourd'hui, on va parler de logistique industrielle, pourquoi la digitaliser et quel peut être l'apport de la géolocalisation face aux enjeux de la logistique industrielle. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Antoine Imhoff de la société Citaci, éditeur de WMS. Bonjour Antoine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Maëlle. Emmanuel Vertonghen de la société Invirtus, donc éditeur et intégrateur de solutions IoT dédiées à la traçabilité. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maëlle, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et en troisième, Régis Picot, directeur de production chez Sodicart, constructeur de cartes français installé près de Nantes. Oui, bonjour Maëlle et bonjour à tous. Donc, bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Régis, vous avez accepté de partager aujourd'hui avec nous votre démarche de numérisation autour de votre logistique industrielle chez Sodicart. Et ce témoignage sera accompagné par Antoine, donc qui Citaci est à vos côtés dans cette démarche. Vous partagerez ensemble sur la réflexion que vous amenez autour de la numérisation et aussi les démarches de réflexion que vous avez pu entamer sur la géolocalisation. Et Emmanuel, vous allez nous partager les accompagnements que vous pouvez mener auprès des entreprises sur des projets de géolocalisation avec un cas client spécifique qui est celui de Novatech. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire sera enregistré et que vous pourrez télécharger le replay à la suite. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions sous l'onglet « Questions ». Nous prendrons un temps en fin de ce webinaire pour répondre à toutes les questions. Alors, pour démarrer, Emmanuel, parlons donc de cette technologie de géolocalisation. Si vous pouvez peut-être déjà nous dire quelques mots sur Invirtus, ce que vous proposez, et derrière nous expliquer ce que c'est la géolocalisation, quels sont ses usages et quels sont les avantages et inconvénients de cette technologie dans l'industrie et la logistique. Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être passer les slides du coup moi-même pour arriver au bon slide. Invirtus a 6 ans d'existence et s'est spécialisé dans la géolocalisation d'objets mobiles, donc d'éléments mobiles. Ça peut être des objets, mais parfois des hommes. Qu'est-ce que la géolocalisation? Eh bien, c'est la possibilité de connaître de manière automatisée la position d'un élément mobile. Et c'est en général du coup, calculé par un capteur communicant. On a plusieurs types de techno en fonction des cas d'usage. Tout le monde connaît les trackers GPS, le Wi-Fi sniffing, la triangulation GSM pour tout ce qui va être cas d'usage essentiellement extérieur. Et d'autres technos pour la géolocalisation en milieu intérieur, de type usine ou entrepôt, que sont la RFID, bien connu, le Bluetooth Low Energy et le NFC notamment. Donc aujourd'hui, on va
va essentiellement parler du Bluetooth Low Energy, puisque c'est ce qui va essentiellement concerner la digitalisation utilisée dans la logistique industrielle. Et puis en illustration sur ce slide, bon, on a les deux technos principalement proposés chez Invirtus, donc les trackers GPS pour faire du suivi de conteneurs dans le monde entier, et les systèmes Bluetooth, donc avec des encres et des tags Bluetooth pour faire plus de la logistique industrielle, ou du suivi d'ordre de fabrication, ou du suivi de chariots de fabrication, de caisses de production dans différentes usines. Et pour terminer sur ce sujet, je vais prendre ce slide à l'envers. Les domaines d'utilisation, je viens d'en parler, donc ça peut être du suivi d'OF ou du suivi de conteneurs. Il y a quelques contreparties sur la géolocalisation. Notamment, ça requiert une phase de calibration, d'études par rapport à vos installations, vos lignes de production, vos lignes d'assemblage, vos entrepôts, un dimensionnement et l'installation d'une infrastructure donc, qui est composée d'encre, Bluetooth et de gateway pour remonter les informations, l'installation des tags sur vos éléments mobiles, donc les ordres de fabrication ou des caisses par exemple. Et puis, en contrepartie, on a également une charge de travail initiale. Un projet comme ça demande de la ressource. Il faut prévoir de la ressource pour accompagner le projet, notamment la phase de démarrage. Mais en général, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt bien accepté. Ces nouvelles technologies apportent tellement de bénéfices à l'ensemble des équipes que l'investissement est au rendez-vous. Et puis en contrepartie, on a nous, depuis le temps qu'on installe des projets de ce type, on a remarqué une limitation à cette technologie, c'est l'autonomie de la batterie. On propose des tags Bluetooth qui ont 5 ans d'autonomie. Néanmoins, quand on déploie des grosses quantités de tags sur des grosses quantités d'objets mobiles, arrive un moment où il faut changer beaucoup de batterie. En ce sens, on a développé en 2023 le tag que vous voyez en illustration, qui est un tag sans pile avec un petit panneau photovoltaïque qui fonctionne en milieu lumineux, lumière artificielle, donc dans vos entrepôts et vos usines, et qui, une fois installé, va émettre un signal et permettre de géolocaliser l'objet sans pile et sans avoir à anticiper les changements de pile. Et puis, pour finir sur cette techno et les avantages de la géolocalisation, on note chez les clients qui ont installé ces dispositifs un gain de temps assez incroyable. Quand on cherche quelque chose, vous cherchez un état d'avancement d'un ordre de fabrication dans votre process. En un clic, vous avez sa position et puis vous pouvez effectivement après faire de l'inventaire par zone. Vous pouvez faire du suivi de flux, de l'identification de goulot d'étranglement, bien dimensionner vos équipes. Donc ça, c'est plutôt à moyen long terme. Voilà, en très très peu de temps, ce que je voulais vous partager sur ce qu'on propose. Et je crois que le slide suivant concerne les autres intervenants. Merci Emmanuel. Donc merci pour cet éclairage sur la technologie et les enjeux auxquels on peut être confronté par rapport à la géolocalisation. Maintenant, on va parler de logistique industrielle, Antoine. Il est vrai que la logistique industrielle a une organisation particulière avec des besoins spécifiques et que son optimisation est de plus en plus investiguée par les industriels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, oui. Alors, je vais passer quelques petits slides, en effet. Juste en petit préambule, rapidement, Citaci, et puis ce qui nous a en effet amené à ce sujet. Donc, Citaci, éditeur de plateforme WMS. On a un acteur historique. On intervient depuis plus de 35 ans. On est sur Nantes aussi, comme Sodicart, comme Invirtus.
On intervient en France et en Europe depuis 5-6 ans, et puis en France historiquement, et on est 70. Avec, et c'est l'objet en tout cas de ce webinaire, une approche de plus en plus forte dans ce monde particulier qu'est la logistique industrielle. Lorsqu'on a préparé un peu ce webinaire avec Emmanuel, on souhaitait aussi inscrire le monde de la logistique industrielle à côté du monde de la géoloc, parce qu'il y a une raison bien précise, et parce que la logistique industrielle n'est pas la logistique de distribution. Donc, comme Emmanuel l'a présenté là tout de suite, on voit qu'il y a des technos, il y a des solutions technologiques qui répondent à de la géoloc. On voit bien parfois, en tout cas, comment ça peut s'inscrire. Après, les cas d'usage et l'exploitation dans vos quotidiens méritait ou nécessitait, d'après nous, déjà de commencer à circonscrire qu'est-ce que c'est que la logistique industrielle. Et pour bien comprendre ce que la géoloc apporte à la logistique industrielle, commencer aussi à la distinguer par rapport aux autres types de logistique. Donc, quid de la logistique industrielle? Aujourd'hui, si on la confronte par rapport aux autres logistiques, on va voir la logistique prestée avec des prestataires logistiques, on va voir de la logistique de distribution et le monde de la log indus. La particularité de la logistique industrielle, c'est qu'on livre un client interne extrêmement exigeant, et ça n'a rien de péjoratif, il ne faut pas mal le prendre, avec beaucoup de spécificités. C'est un client qui va imposer une expertise en fait pointue, qui va imposer des flux complexes, et je reviendrai en effet en quoi c'est complexe et particulier. Et c'est un domaine aussi, comme le disait Maël, c'est un domaine, cette logistique industrielle qui est nouveau. Les industriels, il y a encore 5 à 10 ans, j'espère que certains dans le COP, d'abord je voyais qu'il y avait Guillaume avec la Normandie, ne le prenaient pas mal, mais il y a encore peu de temps, on investissait avant tout sur de la machine, ce qui sert à produire, ce qui est quelque part bien normal, et la log indus intervenait dans un deuxième temps. De plus en plus, on voit des projets naître en logistique industrielle, avec des demandes de plus en plus régulières, poussées par cette vague de l'industrie 3.0, 4.0 et puis bientôt 5.0. Et ces vagues industrielles ont induit en fait des flux de plus en plus tendus, mettant la logistique et l'industrie comme une espèce de binôme qui a besoin de communiquer et de jouer un joli partenariat. Si maintenant je rentre un tout petit peu dans le monde de la logistique industrielle et que j'explique ou j'essaie de rentrer sur les contraintes de la logistique industrielle. Pour bien comprendre les contraintes de la logistique industrielle, il faut regarder un peu ce client qui est la prod, qui est un client particulier. Si on regarde rapidement en quoi c'est un client particulier, on peut distinguer plusieurs sujets. C'est un client tout simplement déjà qui n'a pas de place. Il n'a pas d'espace parce qu'une usine souvent se déploie ou un site de production s'installe et s'accroît et à un moment on ne peut pas pousser les murs. Donc on exploite au mieux l'espace et la place devient une donnée souvent cruciale au niveau des prods. Et pour gagner cette place-là, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on vient chasser ce qui est le plus facile à sortir du périmètre, le stock et la log. Et donc, sortant le stock et la log, on impose à la logistique d'être extrêmement tendue par rapport aux productions. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est un client qui a peu de place et qui, ayant peu de place, va exiger qu'on lui livre peu d'éléments et des éléments souvent en temps réel. 2, c'est un client qui modifie ses priorités à tout moment et qui souhaite souvent être livré à la minute. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que de plus en plus, justement avec les mécaniques d'industrie 4.0, on est dans des logistiques très fluides, très tendues. On peut produire à la demande et produisant à la demande, on peut avoir des incidences fortes sur des changements d'OF, de la perso. Et tout ça exige d'avoir une tension sur qu'est-ce qu'on va livrer au moment clé qui est clé. Ça peut aussi se traduire par des changements de priorité tout simplement parce que c'est une prod. Et une prod peut suivre des aléas. Des aléas, ça peut être des ruptures, des modifications de dernière minute, des persos qui n'étaient pas prévus, et puis faut revoir un peu le sujet. Donc, un client qui n'a pas de place, un client qui peut modifier ses priorités, qui est exigeant, c'est un client aussi qui peut travailler 24/24, 7/7. Donc, ce n'est pas un client qui est facile, c'est un client qui laisse peu de répit. Enfin, c'est un client qui impose de livrer des produits au bon endroit, au bon moment,
et parfois nous retourne ce qu'il n'a pas consommé. Et donc, il faut réintégrer ce retour, il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas considérer que c'est consommé, il faut le suivre. Et bien suivre ce retour, c'est une des clés parce que le contrôle de gestion est quand même friand de savoir comment on va valoriser les produits qu'on a fabriqués et bien décrémenter s'il y a lieu les produits qui n'ont pas été consommés. Donc, c'est un client, cette logistique industrielle, qui impose des contraintes et c'est un client qui est compliqué à traiter. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Troisième point, un petit focus maintenant sur les différents types de logistique industrielle. Parce que quels sont les grands sujets? Il n'y a pas une logistique industrielle, il y a des logistiques industrielles. Chez Citaci, nous, on s'est un peu plus fortement spécialisé sur ce sujet de la log indus. Si on accompagne, en tout cas, on aime circonscrire 3 grands types de logistique industrielle. On va trouver dans le cas, ce qui est un peu l'objet avec Régis pour le cas de Sodicar de la production travail en ligne, donc l'industrie en ligne. C'est souvent le cas dans le secteur de l'automotive. Les logistiques industrielles pour des productions en business unit. Donc, c'est un petit atelier avec des postes de montage indépendants où on peut trouver, c'est souvent le cas si je prends le cas de la logistique industrielle sur… je vois qu'il y a quelqu'un qui bouge les slides. C'est souvent le cas de la business unit sur le monde en fait des huisseries, des menuiseries industrielles, des portails. Là, je pense entre autres à Cadio Industrie qu'on accompagne, où on va livrer sur un poste et ils assemblent l'intégralité d'un portail, donc on n'est plus en ligne. Et le troisième type, c'est l'industrie en process. Donc là, on va retrouver la cosméto, la pharma, l'agro, avec des pressions dans les mesures, dans les prépesés, dans les normes d'hygiène, la traça, qui sont des éléments prépondérants. Donc, 3 grands types de langue indus. Il n'y a pas une logistique industrielle, à nos yeux, il y en a 3. La logistique qui va être au service de l'industrie en ligne, de la production en ligne, la logistique qui va être au service de la production business unit et la logistique qui va être au service de l'industrie process. Donc là, à ce point-là, c'est bien pour circonscrire déjà la logistique industrielle et ces 3 grands types. Maintenant, pour revenir un peu avec notre point de focus qui est la géoloc, on souhaite maintenant bien préciser les enjeux de cette logistique industrielle qui vont permettre de mettre en avant en quoi on peut avoir intérêt à suivre ou mettre en place des technos de géolocalisation qui vont nous aider à être plus efficaces, plus performants. Donc, le sujet qu'on voulait voir là, à ce moment-là, c'est si je reviens sur mes 3 types de logistique industrielle qui servent mes 3 types d'industrie, c'est quoi les enjeux qui se cachent derrière? Qu'est-ce que ça apporte d'être bon en log indus pour bien suivre la prod? Je vais reprendre en tout cas sur le premier point. Et puis, si Emmanuel ou Régis, vous voyez des éléments éventuellement à compléter, n'hésitez pas. Tout d'abord, un point de focus sur les 3 types de logistique industrielle. Je reviens sur le premier, la logistique de l'industrie en ligne. Ce qu'on peut relever déjà, c'est que cette logistique-là, qui va être au service de l'industrie en ligne, de l'industrie de l'automotive, elle va intégrer elle-même 3 types de processus clés. Les flux Kanban, c'est le classique avec les livraisons en boîte à bec. Le flux synchrone. Le flux synchrone, c'est le cas de ces grosses pièces qu'on va livrer sur une ligne. On ne peut pas se permettre d'en avoir 70. Quand on va être chez Manitou, ça peut être la livraison de trains de pneus, de nacelles, de godets. Donc, c'est des grosses pièces qu'on ne peut pas se permettre d'avoir en quantité de dingue à côté d'une ligne. Et les kits. Les kits qui font partie des flux clés dans l'industrie en ligne, qui correspondent à cette espèce de package, ce pack de composants qui va répondre à une étape clé du montage et qui va faciliter le travail du producteur. Et donc, on a 3 types de flux, le flux Kanban, le flux synchrone et les kits. Et ces 3 processus, ces 3 types de flux logistiques vont coexister au sein de la logistique industrielle dans l'industrie en ligne et sont naturellement dépendants de la fréquence, l'occurrence de demande, d'appel des composants. Donc, il y a d'un côté ce type de logistique en logistique industrielle avec ces 3 types de flux. Après, on va retrouver le cas de la logistique qui va suivre la production en business unit, donc en atelier. On va livrer l'intégralité des composants sur un poste. Ce type de logistique, ça n'a rien de péjoratif. D'ailleurs, à nos yeux, c'est même plutôt un avantage et moins complexe.
naturellement, le produit, en fait, il ne bouge pas comme sur une ligne où il avance par étapes, il reste fixe sur un poste d'assemblage. Et restant fixe, nous, logisticiens, on a comme devoir d'acheminer l'intégralité des composants sur ce poste pour qu'on procède au montage. Donc, c'est souvent, d'ailleurs, les produits qu'on va assembler, composer, qui sont un peu moins trapus que ce qu'on peut voir dans une industrie en ligne. On est obligé de segmenter, en fait, l'organisation. Avec l'idée d'acheminer idéalement, en tout cas, tous les composants une fois sur des dessertes. Donc, on a généralement 1 ou 2 flux, pas beaucoup plus, qui livrent non pas toute une ligne avec des différents postes, mais un seul qui est la business unit. Le troisième cas, la logistique au service de l'industrie en process. Là, ce type de logistique est un particulier assez complexe parce qu'on va livrer tout d'abord dans l'industrie process de quoi alimenter en fait des lignes process. On suit en fait l'acheminement de mélangeurs, d'injecteurs, de cuves. Et donc, quand on va alimenter ces lignes, on va commencer par gérer des matières premières à injecter. Et comme on injecte des matières premières, on va se poser la question des prépesés, des tolérances, de la quantité à injecter. Et vu qu'on va injecter une quantité qu'on va peser, ben naturellement, on n'est pas au milligramme près. Donc, il y a cette tolérance qui joue, qui va exiger de savoir comment est-ce qu'on s'approche de la tolérance. Est-ce qu'on est bon, pas bon? Est-ce qu'on a respecté la recette ou la nomenclature ou le pack? Enfin, il y a cette question du coup de pré-peser, de pré-mélange pour l'injection en log indus qui est particulière. Il y a également cette question de traçabilité parce qu'on a une suite en fait de petits composants qu'on a injectés qui vont produire un semi-fini qui va parfois être assemblé, compacté et qui nécessite d'avoir une traça descendante, ascendante avec la maîtrise en tout cas des composants. Donc dans la log process, la grande particularité à nos yeux, c'est qu'on va peut-être livrer peu de lignes, mais la complexité pour injecter les produits, les pré-peser et les suivre en fait déjà un sujet particulier parce que on ne va pas injecter exactement la quantité exacte, on va avoir un petit peu plus ou un petit peu moins et ça va exiger parfois de découper, distinguer ce qu'on va livrer en sac ou peser. Donc, 3 types de logistique industrielle différentes qui vont toutes avoir des enjeux sur la ligne de production. Donc, si on fait maintenant un point de focus pour achever le sujet sur les enjeux de cette logistique industrielle pour la prod, eh bien, il faut que l'on regarde d'abord ce que ça va apporter au principal client interne qui est le producteur. Bien jouer la carte de la logistique industrielle, c'est naturellement avoir une incidence sur le TRS, sur la productivité du client qui est notre producteur. Si je me mets par exemple sur le cas d'une industrie en ligne, bien jouer la logistique industrielle, c'est faciliter pour le producteur le montage sur son poste en lui livrant les bonnes pièces, pas trop en gros de quantité, uniquement le juste nécessaire, bien présenté au bon moment pour qu'on n'ait pas nécessairement beaucoup de complexité ou d'expertise à avoir quand on devra faire le montage le moment venu. Au moment où on en a besoin, les kits sont là et permettent de faciliter le montage et surtout, ça va s'enchaîner au fur et à mesure de l'avancement de la production, ce qui va permettre d'éviter tous les petits temps morts, les arrêts, et d'avoir une incidence en facilitant le montage et en limitant les arrêts sur la productivité. Donc ça, c'est juste une forme d'illustration de ce qu'apporte la log indus dans le cas de l'industrie en ligne. Mais ce qu'il faut retenir au global, c'est comment la log peut avoir une incidence sur l'augmentation de l'efficience en ligne et l'augmentation de l'efficience machine. Si on est sur le cas de l'industrie process, c'est faire en sorte que la ligne ou la cuve ne s'arrête jamais et qu'on optimise l'outil industriel en le livrant en permanence. Et donc, les enjeux, on peut les voir quelque part, du coup, non pas en augmentation de la productivité, mais aussi, de l'autre côté, en réduction du coût de rupture ou des coûts de retard. Donc, c'est bien d'optimiser la prod, mais il faut aussi lutter à tout crin contre le coût de retard ou les coûts de rupture sur une ligne. Si une marchandise n'est pas livrée ou est livrée trop tardivement, concrètement, c'est une prod qui peut être impactée avec des coûts qui peuvent être extrêmement pénalisants. Quand on dit extrêmement pénalisant, une prod qui s'arrête, c'est potentiellement toute une ligne avec des opérateurs sur lesquels
on va devoir se positionner sur une logique de chômage technique sur une période de 1 heure, 2 heures, 3 heures, avec des incidences financières qui montent relativement fortement. Donc, c'est pourquoi, en Log Indus, on essaye en permanence de privilégier le taux de service, parfois au détriment de la productivité ou de l'efficience. Logistique, j'entends. Ce qui veut dire que quand on est sur de la logistique de distribution, eh bien, on va chercher cette espèce de point d'inflexion d'apporter la juste qualité par rapport au service du client final. En Log Indus, on ne veut pas qu'une prod s'arrête, quitte à avoir des ressources dédiées à des cas particuliers, ce qui serait un non-sens en logistique de distribution. On peut les appeler d'ailleurs dans les productions des urgentistes, des experts des points SAV, etc. Deuxième sujet sur le coût de rupture. Il faut en effet, si on n'est pas livré tout le temps, avoir cette espèce de compromis qualité-coût-délai qui permet d'optimiser en fait la log. Et enfin, le coût de la rupture va dépendre également de est-ce que j'ai réussi à livrer la pièce le moment venu à la minute près sur le point précis. Parce qu'on veut livrer les produits à un endroit précis, à un moment précis. Et dans la log, c'est la manière avec laquelle on va essayer de s'interconnecter avec la production qui va faire qu'on va être efficient. Et c'est là qu'intervient la géoloc et la pertinence du couplage entre des solutions WMS et des solutions de géolocalisation permettant de livrer la juste quantité, mais surtout au bon moment et au bon endroit. Ceci, juste pour revenir sur les enjeux et le contexte techno, c'est que limiter les arrêts livrés au bon moment est quelque part un enjeu technologique un peu complexe. D'un point de vue technologique, ce qu'on retient, c'est que pour bien faire cela, eh bien, les solutions WMS ne peuvent pas être seules et doivent se coupler avec d'un côté les outils d'ordo, les outils de gestion de prod, parfois le WCS sur les lignes ou sur les postes, les systèmes de supervision. Donc, ça en fait un environnement relativement, en fait, maillé, où il n'y a pas une solution, mais des solutions de manière à s'assurer de l'imbrication. Donc, c'est un environnement technologique, un contexte technique un peu compliqué. Et ce contexte techno exige en plus d'être relativement souple, comme je le disais, parce que le client producteur, il peut changer assez régulièrement ses priorités, du fait de pièces manquantes, de modifications, d'arbitrage client, etc. Donc, ça nécessite de revoir le sujet. Et pour cela, mettre en place des solutions qui vont être souples font partie d'une des clés. Donc, pour revenir sur notre mécanique logistique industrielle, géoloc dans les systèmes, en termes d'enjeux, naturellement avoir une incidence sur la prod et l'efficience, limiter autant que se peut les coûts d'arrêt en s'assurant de l'imbrication et de l'intrication entre la log, ce qu'elle va cheminer sur les lignes, et le fonctionnement et l'avancée exacte des lignes, et le faire en restant souple et en répondant aux aléas qu'on ne connaît pas, c'est un aléa. Et c'est dans ce cadre-là que va intervenir la géolocalisation. Merci Antoine. Donc oui, on voit bien, hein, organisation complexe, besoin de simplifier, fluidifier. Donc la digitalisation a son rôle à jouer, mais avec des enjeux technologiques forts aussi, notamment d'interfaçage des différents outils, hein, comme tu l'évoquais. Régis, alors chez Sodicart, vous avez donc entamé cette démarche de numérisation, de digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous avez mis en place? Et peut-être pour démarrer, oui, quelques mots d'introduction sur Sodicart, s'il vous plaît. Bien entendu. Alors, en effet, je vais d'abord commencer par faire une présentation de Sodicart, qui est une belle aventure noto-nantaise qui dure depuis plus de 40 ans et qui, par son développement et son succès, a su conquérir de nombreux clients et surtout à travers le monde aujourd'hui. C'est plus de 1500 clients dans le monde. C'est entre 6500 et 7000 cartes à peu près fabriquées par an, accompagnées également par une activité de spare parts, donc par la VPC, qui chaque année se déploie de plus en plus. Sodicart, c'est environ 160 personnes aujourd'hui. Nous sommes basés à Couëron, donc le nord-ouest de Nantes, dans une usine dans laquelle nous sommes depuis un peu plus de 20 ans et qui aujourd'hui est beaucoup trop petite. Notre activité qui se déploie à travers le monde nous tire vers le haut. Nous élargissons
considérablement également la gamme de nos produits, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité qui nous a permis d'avoir une réflexion sur la reconsidération de notre organisation. Alors moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis présent chez Sodicart. J'encadre l'ensemble des services production, aussi la logistique, hein, partie industrialisation et approvisionnement. On a fait un focus ces dernières années principalement sur l'organisation de production. Et je reviens sur le parallèle que faisait Antoine tout à l'heure sur finalement l'organisation de production, elle peut être efficiente, mais si derrière on n'a pas une logistique affûtée, on se rend compte qu'on atteint des limites très rapidement et on est confronté à des problèmes considérables. Donc dans le cadre de notre croissance, nous avons pris la décision de passer à une étape supérieure, notamment en déménageant très prochainement, puisque fin d'année, nous intégrons un nouveau bâtiment qui va faire à peu près le double de ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire environ 15 000 m² de surface, avec un entrepôt à la hauteur de nos attentes, qui va nous permettre de travailler différemment de ce que nous faisions. Donc, ce qu'on a fait avec Antoine, on s'est rencontré il y a à peu près un an, j'avais sollicité Antoine dans le cadre de cet accompagnement à l'organisation du dépôt, l'idée étant d'abandonner nos habitudes de gestion de stock actuelles et de partir vraiment sur une dynamique beaucoup plus industrielle. Donc Antoine nous a accompagnés dans un projet d'organisation et d'optimisation de notre entrepôt qui nous imposait de nous outiller. Donc nous sommes en train de déployer aujourd'hui avec l'équipe d'Antoine un WMS justement pour digitaliser la totalité de notre dépôt. L'objectif pour nous est d'accroître nos capacités de nos flux, hein, l'augmentation des volumes, la gestion en toute autonomie de nos emplacements, fiabilité de nos stocks, et l'idée étant dans un second temps de développer la logistique industrielle. Donc pour l'instant, c'est la digitalisation de nos flux dans le dépôt, hein, réception, magasinage, expédition et préparation des bords de ligne à une certaine étape. Et l'idée derrière, c'est d'aller beaucoup plus loin pour accompagner les flux vers la production tout en étant calé sur le tactile. Voilà. Et c'est là où peut-être que la géolocalisation aura tout son sens lorsqu'on aura déployé cette partie-là. Okay. Merci Régis. Et peut-être Antoine, vous voulez peut-être rajouter un commentaire sur l'accompagnement de Citaci dans ce projet. Alors, peut-être rapidement pour que je ne consomme pas trop, quelques illustrations et retours de ta part, Emmanuel, sur la géoloc, mais en effet, dans le cadre du projet, l'approche a été très bien et relativement anticipée par l'équipe de Sodicart sur avant de déménager, déjà comment s'organiser, comment disposer d'une logistique qui va à terme parfaitement s'inscrire dans les contraintes imposées par la production, parce que on bâtit et on définit non pas un dépôt dans l'absolu, mais un dépôt pour son client. Et considérer que le client est la prod induit déjà une organisation du stockage, une organisation de l'infrastructure, une organisation des zones de tampons de manière aussi différente. Et le fait d'avoir pu prendre ce temps de hauteur pour préparer le changement, je pense, a été une des premières clés en tout cas dans le fait de faire de ce challenge à la fois de déménagement pour s'équiper d'un nouvel outil industriel, eh bien, un des premiers facteurs clés, en tout cas, à la réussite. Le deuxième sujet que je pourrais juste préciser, c'est que dans le cadre de ce projet de digitalisation, volontairement, l'OTI, parce qu'on est sur, je ne pense pas que Régis me contredira, mais on est sur un planning challenging, donc volontairement, l'OTI, l'idée a été d'y aller aussi dans ce qu'on appelle, nous, une digitalisation en fait en étapes. Contrairement aux idées reçues, on n'est pas obligé de digitaliser l'intégralité du scope d'entrée. On doit, au contraire, parce que maintenant les plateformes technologiques, la plateforme WMS Ego permet
de faire évoluer en fait les organisations au fur et à mesure sans recourir nécessairement à des specs ou à des éléments complémentaires. Donc, on peut partir assez flat en termes d'ambition pour ne pas bousculer les pratiques, les orgas, pour ne pas non plus modifier fortement, en tout cas, le caractère concret et le quotidien des équipes. Et progressivement, une fois que la plateforme est en place, mettre en place une mécanique de petits pas pour scaler en fait et décliner la nouvelle orga. Et l'approche LOTI, là pour le coup, s'inscrit extrêmement bien dans cette philosophie. On digitalise déjà une première partie, un premier lot, qu'on va ensuite, avec les équipes en tout cas, optimiser, affûter. Et progressivement, eh bien, d'autres lots vont venir pour être de plus en plus profondément inscrits dans le monde de la production et faire en sorte d'encore mieux servir la ligne, le poste, et d'être encore plus étroitement liés tout en répondant à cette nécessité de souplesse que j'évoquais tout à l'heure, les modifications, les ruptures, les relivraisons, les réintégrations, etc. Et cette approche, en fait, elle peut se faire de manière mesurée et sur un chemin qui n'exige pas d'être dans une logique de Big Bang. Donc, c'est bien aussi de se l'inscrire. Et qui dit, géologue, dit aussi que pour mettre en place de la géolocalisation et commencer à en tirer profit, il est bon au départ d'être basé quand même sur des flux digitalisés. Si les flux restent encore non digitalisés, la géologue va être plutôt complexe parce qu'on ne va pas en voir tout de suite le sens. Donc l'intérêt d'avoir digitalisé en fait ces flux et de savoir sur quel poste, sur quelle ligne on va livrer quel kit, quel ensemble, etc. Eh bien permet, si on fait un petit point de focus sur la géologue, de dire si j'ai une mécanique de balise que je pose, là ça peut être dans le cas de SodiCard sur des cartes pour suivre le TAC, mais ça pourrait être le cas dans l'industrie process pour suivre les livraisons sur ligne, etc., avec une mécanique de desserte animée. Et bien, suivre cela, c'est permettre de savoir quand est-ce qu'on livre ou quand est-ce que le TAC avance si je suis sur ligne et quand est-ce que je dois, du coup, acheminer les composants, les matières premières, au bon endroit et au bon moment, vu qu'on n'a pas de place. Et l'avoir digitalisé permet d'intégrer et d'arriver sur la deuxième étape de refonte et puis d'affinage en fait du schéma, c'est de coupler au digital le physique avec des outils d'IoT dont font partie la géologue. Voilà. Emmanuel, je te propose du coup le ballon et là la transition avec en effet d'autres cas, d'autres expériences que tu as pu avoir. Oui, complètement, mais c'est exactement ça. Nous, on voit ça quotidiennement. Alors, avec nos solutions de géolocalisation, on ne traite pas que des cas d'usage d'industrie, de logistique industrielle. Hein. On fait du suivi de tout type d'objets mobiles. Hein. On suit des voitures, des objets, des outillages dans le BTP, rien à voir. Mais sur le cas de la logistique industrielle, ce que tu viens de dire est effectivement complètement réel. On voit très, très fréquemment des sociétés qui entament une démarche de digitalisation et qui considèrent la géologue et qui nous répondent oui, ça va être intéressant, mais la première étape, on voit bien que c'est la digitalisation, c'est-à-dire la mise en place d'un WMS ou d'un ERP s'il n'y en a pas, parce qu'on voit encore des cas où il n'y en a pas. Et effectivement, une fois que tout ça est mis en place, la géolocalisation va finalement apporter une petite brique supplémentaire qui est l'automatisation de la donnée. Hein, c'est complètement ça. On ne va plus faire de déclaratifs, on ne va plus les inventaires ou les livraisons, etc. ne vont pas plus être basés sur qu'est-ce que j'ai, à quel endroit, mais bien la donnée est créée complètement de manière automatisée. On sait en temps réel dire où se trouve tel objet. Alors ça peut être des chargés de kitting, ça peut être des ordres de fabrication, mais peu importe. Au final, l'intérêt de la géologue, effectivement, vient en ce qu'il propose de manière automatisée, créer la donnée, de savoir où et quoi. Donc là, à l'image, on voit quelques cas d'usage. Donc en logistique industrielle, on fait beaucoup le premier cas, c'est un fabricant de véhicules, hein, un fabricant de trains, pour être plus précis, qui fait intervenir
pas loin de 200 fournisseurs et sous-traitants sur lesquels évoluent des flux assez considérables de pièces détachées. Et ça rejoint la problématique évoquée précédemment de réduction des retards. On est sur du process en ligne. On doit recevoir des pièces à un instant T et on a souvent des retards assez conséquents. Les pièces existent, mais on n'a pas les emballages, les racks correspondants. C'est souvent du spécifique. Ils sont potentiellement répartis sur plusieurs sous-traitants différents. Et la donnée clé, c'est finalement, à un instant T, savoir où je peux trouver le bon emballage pour transporter la bonne pièce pour qu'elle soit livrée au bon moment dans mon assemblage de véhicules. Donc, des cas comme ça, on en a plusieurs, sur différents types de véhicules, des tracteurs, des trains, des voitures. Et ça utilise la technologie de tracking GPS. Le second exemple, c'est un peu le même cas de figure, mais là, on est sur des cas où finalement les entrepôts sont tous propriétaires, donc on n'a pas véritablement d'intérêt à utiliser du tracking GPS. On s'en fout un peu de savoir où est quoi sur le transport durant les trajets. Par contre, ce qui est important, c'est de connaître les différents inventaires par entrepôt. Et dans ces cas-là, on peut utiliser la technologie Bluetooth. On positionne des encres sur les différents entrepôts dans toute la France et des tags sur là en l'occurrence, ce sont des palettes retournables qui effectuent des flux de rotation entre les différents sites pour porter des sous-ensembles ou des composants. Et puis le dernier exemple, là on est véritablement donc, en indoor également sur la technologie Bluetooth où comme on le voit sur la carte, c'est de la production de cartes électroniques par îlot au sein d'une usine en Bretagne. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit avec les tags Bluetooth, les petites balises, on suit les ordres de fabrication. Et le système qu'on a développé permet de gérer plusieurs niveaux, puisqu'on gère le niveau de l'OF. Un OF peut contenir plusieurs bacs. Ce sont des bacs que je vais peut-être montrer quand j'aurai une souris qui marche. Le slide suivant. Là, voilà. Voilà, il s'agit de bacs de production qui se comptent par milliers, dans lesquels on vient positionner des cartes électroniques en cours de fabrication qui évoluent sur plusieurs îlots. Et donc, on gère le niveau de l'ordre de fabrication qui peut contenir plusieurs bacs et chaque bac contenant plusieurs unités ou dizaines de cartes électroniques. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Antoine. Là, sur ce type de production, on est vraiment sur des packs à la minute, sur des gros volumes d'objets qui bougent. Il est déterminant d'avoir automatisé la géolocalisation de chaque OF, de chaque bac et finalement de chaque carte, afin de pouvoir être plus réactif, apporter de la personnalisation, du changement en cours de production. Ce qui est intéressant, c'est que le système va également gérer de manière très simple, l'opérateur avec son applicatif smartphone peut gérer des flux divergents et convergents. Précédemment, tout ça n'était pas automatisé. S'il y avait sur un lot de 20 cartes, il y avait 3 cartes défectueuses, c'était soit on prenait du retard sur l'ensemble, soit c'était une usine à gaz pour faire du divergent, pour dire bon là je vais en garder 3, je vais continuer sur les autres. Là tout ça est complètement automatique. On fait un scan avec son smartphone des QR codes des différents bacs, on place des cartes dans des bacs, tout ça est très rapide et on arrive à faire du divergent. Les 3 cartes défectueuses ou non conformes vont être reprises pendant que les autres poursuivent leur flux. Et au final, quand tout est bon, on peut reconverger et réintroduire les cartes qui avaient pris du retard initialement dans l'ordre de fabrication. Donc voilà, ça c'est un des exemples parmi tant d'autres sur nos apports, les apports de la géolocalisation indoor au milieu industriel. Donc vous le voyez, il y a eu un certain nombre d'encres créées,
quantité de 130 zones correspondant aux différents postes sur les business units de cette usine. Et on gère aujourd'hui, je crois, plusieurs milliers je crois que c'est plus de 3000 packs suivis qui permettent de gérer plusieurs centaines d'ordres de fabrication quotidiennement. Avec comme bénéfice un temps assez incroyable gagné sur les ruptures et un bénéfice plus long terme que j'ai déjà évoqué en introduction, c'est la possibilité finalement de faire de la post-analyse. Si on est ici sur de l'ordre de fabrication, on a vraiment moyen de connaître les différents temps passés sur chacun des postes, ce qui permet ensuite de bien dimensionner les équipes et les moyens. Si on parle de flotte, d'emballage retournable, comme c'est le cas chez un fabricant de train, là, l'analyse des flux permet également beaucoup de choses en post-analyse, puisque ça permet de déterminer l'immobilité. On s'aperçoit qu'au final, on a surdimensionné certaines familles d'emballage. On en a beaucoup trop, ce qui permet dans les périodes suivantes, sur les projets suivants, d'ajuster au mieux les quantités. Voilà, je crois que c'est vraiment le temps passe et on arrive au moment des questions, mais voilà, en quelques mots. Emmanuel ? Oui. Ouais, je me permets juste de revenir 2 petites secondes sur ce que tu indiquais ici, qui fera je trouve peut-être une petite transition, et puis le lien entre maturité digitale, commencer à digitaliser ses flux, puis l'opportunité, le cas des emballages retournables, moi, fait écho. On accompagne environ entre 25 et 30 nouveaux clients par an côté Citaci, et bien souvent, la mise en place d'un WMS est une logique d'équipement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien et on commence à s'équiper. Là, si je prends le cas du suivi d'emballage retournable, je pense à 2 clients qui, eux, sont dans une logique de fabrication. C'est des leaders dans le domaine du BTP qui fabriquent des produits et qui les livrent directement sur chantier dans des conteneurs dédiés. Donc, naturellement, dans le cadre de leur maturité logistique, ils ont commencé par digitaliser comment ils fabriquaient pour être le plus productif possible dans la fabrication, gérer leur logistique aussi de manière digitalisée, de manière à savoir comment bien alimenter les lignes et comment alimenter et constituer ces conteneurs et savoir à tout moment qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur, de quoi il est constitué, avec des packings, etc. Et l'étape qui suit, mais on est vraiment, je trouve, moi, en ce moment, sur cette espèce de période charnière, c'est que les acteurs ont commencé à digitaliser leurs flux et maintenant, ils peuvent commencer à s'ouvrir à d'autres technos, d'autres solutions. Et dans leur cas, le suivi de ces emballages retournables, donc là, ce qu'on appellerait emballage retournable, les concernant, ce serait leur parc de conteneurs qui leur permet de livrer leurs produits sur chantier. Eh bien, avec cette logique-là, ils vont pouvoir mieux suivre où ça va et surtout quand est-ce que ça retourne. Parce que vu que ça fonctionne en circuit fermé, cette histoire, il est intéressant d'anticiper les retours de manière à gérer aussi une production adaptée, vu que c'est de nouveau ce conteneur va être réutilisé pour être réemployé pour un autre client, etc., etc. Mais pour faire ça, il fallait avoir fait toute la base. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'on a cette espèce de point d'orgue où la maturité des ETI, PME les a amenés en fait à déjà avoir bien digitalisé leurs flux et ils peuvent commencer à s'ouvrir. Et je trouve que ça s'est plutôt bien démocratisé à y inscrire maintenant des outils qui vont leur permettre de suivre en temps réel la localisation, donc là, le cas des emballages, mais ça pourrait être aussi, comme on le disait pour le cas de Sodicard, de la maîtrise du TAC pour optimiser l'avance que la log doit avoir sur les lignes de production et toujours s'assurer de la non-rupture sur ligne. Donc, je trouve qu'on est vraiment à ce point d'orgue en ce moment et nous, on le sent bien à travers des projets de digitalisation de la prod de plus en plus marqués et des demandes maintenant de plus en plus poussées pour ceux qui sont déjà digitalisés. Merci Antoine, c'était une bonne conclusion effectivement pour finaliser notre webinaire de ce matin. Donc c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes devant nous, donc c'est le moment. En tout cas, j'aimerais remercier nos 3 intervenants pour leur temps et pour leur témoignage aujourd'hui.
Voilà, donc n'hésitez pas à suivre les activités du collectif Flux Plus. Voilà, l'idée c'est encore une fois de vous apporter un éclairage sur la transformation numérique de vos métiers et les outils existants. Donc voilà, donc je vois que pour l'instant il n'y a pas de questions. Écoutez, comme je le disais au départ, c'est aussi un webinaire qui a été enregistré, donc vous aurez aussi l'occasion de le réécouter ou de le partager aussi avec vos collègues si nécessaire. Je remercie à nouveau nos 3 intervenants et je pense qu'on va clôturer ici. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui arrivent. Donc merci. Maëlle, Oui. ouais, ce que je peux juste, parce que c'est pas toujours facile dans le cadre d'un webinaire de poser Oui. ces questions. Nous avons, côté CITESI, un espace dédié à cet effet qu'on appelle le rendez-vous conseil. Donc, vous pouvez soit sur notre site émettre votre question à travers le rendez-vous conseil et on se fera un plaisir d'échanger plus directement sur vos cas dédiés avec du coup un échange plus orienté. Et vous pouvez naturellement nous contacter, je pense Emmanuel ou moi en MP sur LinkedIn. On est à votre disposition pour creuser soit des REX, soit des usages en termes de digitalisation ou de mise en place de solutions IoT visant à la géologue. Exactement, voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précision ou échanger sur un cas précis dans votre société. Voilà, donc merci encore à tous et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour d'autres événements. Merci Maëlle. Merci Maëlle, merci Pascal. Au revoir. Au revoir.